Salut à tous et bienvenue sur Malte à propos. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je suis une nouvelle fois sur site pour donner la parole aux acteurs du monde du whisky, même si la Marie-Hélène produit plutôt pour le moment pour la bière, mais on est dans une malterie, la malterie du Florival, dans la vallée du Florival, comme son nom l'indique, dans le Haut-Rhin en Alsace. Donc je suis avec Marie-Hélène Willemann, donc qui vient de lancer son activité de maltage et elle va nous raconter un petit peu comment elle en est arrivée là et surtout comment ça se passe en fait dans une malterie. Marie-Hélène, bonjour, merci de me recevoir. Bonjour, c'est avec plaisir. Comment en êtes-vous arrivé à lancer une malterie? Racontez-nous un peu votre parcours. C'est un parcours, c'est assez à la fois typique et atypique parce qu'il s'agit d'une reconversion professionnelle. Par contre, avant, rien à voir. J'étais agent EDF, à la centrale de Fessenheim. Donc c'est vraiment une reconversion sur un autre domaine. On retrouve quand même un peu les machines. J'étais quand même dans la maintenance, tuyauterie, etc. C'est tout quoi. Après le reste, ça vient plus de la passion. Je faisais du brassage amateur depuis 10 ans que j'en fais. D'accord. Donc c'est un peu parti de ce brassage à la maison et de la difficulté finalement à trouver un malt local, pas être obligé de commander des palettes entières parce que c'est adapté aux brasseries ou aux professionnels et pas du tout aux particuliers. En creusant un peu, je me suis rendu compte que finalement il n'y avait pas que les particuliers qui avaient du mal, il y avait aussi les petites brasseries finalement. S'ils veulent faire maintenant une bière d'Alsace, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, le malt il venait de partout sauf d'Alsace. La démarche est partie de là en fait, de ce constat et de cette envie finalement d'aider le milieu, de développer cette filière. Et du coup, est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour vous lancer? Ça a été tout un parcours, je suppose. Alors fin 2019, j'ai fait une formation à l'IFBM pour le process de malterie parce que c'était pas mon métier du tout, donc pas de connaissances là-dedans. Et là, j'ai pu finalement mettre en service cette installation mi-octobre 2023. Il y a eu pas mal de phases. Bon, déjà de toute façon une phase de réflexion, une phase d'appropriation aussi du métier. Finalement, il y avait aussi la démarche de savoir est-ce que finalement ça allait intéresser les brasseries tout simplement. Est-ce que il y aura un approvisionnement en orge parce que l'idée c'était pas de faire venir de Bretagne ou même du centre, c'est d'avoir quelque chose vraiment un produit local, vraiment d'être à proximité finalement des différents acteurs. Pas mal de difficultés et la dernière, la difficulté financière parce que c'est quand même des grosses machines, l'investissement est assez conséquent. On est quasiment à 600 000 euros d'investissement avec subvention. Par contre, un vrai coup de pouce, mais il reste quand même une petite somme d'investissement personnel. Voilà. Et le local aussi parce qu'on a une certaine hauteur. Début de production octobre 2023, c'est ça? C'est ça. Et donc vous avez sorti les premiers lots d'orge maltais. Voilà, fin octobre. Faut bien connaître sa machine avant d'arriver à faire quand même quelque chose de qualité. Maintenant c'est bon, là c'est rodé. Donc là je fais de l'orge, différentes variétés, du malt d'orge, donc différentes variétés au final de malt avec les différentes recettes, mais aussi du blé. Expliquez-nous comment ça fonctionne, en fait, une malterie. Quelles sont les différentes étapes de production? Comment ça se passe tout ça? Alors, il y a 3 grandes étapes. Vieille comme le monde, les Égyptiens faisaient déjà un process de maltage, en fait. On vient initier la germination d'une graine et la stopper à un stade qui est optimal. Pourquoi on malte? En fait, c'est simplement pour améliorer le rendement de la céréale par rapport à l'extraction de sucre, enfin, derrière la production de sucre. Si on malte pas, le rendement, on va tirer beaucoup moins de sucre. L'amidon va être très peu utilisé, finalement, et converti en sucre. L'objectif, c'est d'avoir une céréale derrière. D'une part, l'amidon est plus accessible, mais aussi la friabilité. Si maintenant on croque une céréale crue, on va se casser les dents quasiment, alors que si on croque du malt, il éclate sous la dent. Et ça fait toute la différence derrière pour l'extraction de l'amidon. Bien sûr, parce que après, qu'est-ce qui va se passer? On va moudre tout ça en grist et puis on va faire un brassin. Exactement. Donc les 3 phases, on a la trempe. On vient simplement réhumidifier la graine pour qu'elle soit dans des conditions optimales pour la germination. Ensuite, ça germe tranquillement, quelques jours, 3-4 jours, en fonction du type de céréales. Et après, on sèche pour avoir un produit qui est stable et inerte aussi, qui va pas évoluer, où on va maîtriser aussi finalement le stockage. Un produit sec, ça se conserve. Les 3 étapes. Donc la trempe. On humidifie la graine, on la passe, sortie de champ, elle est à peu près 12-14%. On la monte à 40-42%. D'humidité. D'humidité, voilà. Ouais. La germination commence. On a les petites racines qui commencent à pousser. Après, on la laisse germer tranquillement pendant quelques jours. C'est la phase de germination, deuxième phase. Et dernière phase,
le séchage. Le terme technique de malterie, c'est touraillage. Juste évacuer l'humidité. Et à la fin, il y a ce qu'on appelle le coup de feu, où là, on va vraiment finaliser la recette et donner sa coloration au malt, ou en tout cas, c'est ça qui va déterminer l'appellation du malt. Le pils, le pale ale, ou le malt chocolat, si après, ça c'est si on le torréfie. D'accord. Et donc, pour les amateurs de whisky, du coup, c'est aussi à cette étape-là qu'on va tourber le malt. À la fin, en fonction de la recette, sortent différents types de malt. Exactement. Donc en entrée, on a l'orge, le process de maltage, et à la fin, on a du malt d'orge, ou le blé, malt de blé, etc. Qu'est-ce qu'on a comme grand type d'orge qui sort à la fin et pour quelle utilisation? Alors principalement, en tout cas moi avec cette machine, ce sont des maltes de base. Donc ce sont les maltes dans lesquels on va principalement chercher à extraire le sucre. 80% c'est le malt pils et pale ale qui vont être utilisés, parce que c'est vraiment des maltes qui permettent de faire un peu toutes les bières possibles et imaginables. Et après, j'ai par exemple là le malt unique. On va rechercher le petit côté pain grillé, noisette, des petites saveurs de céréales en plus. Mais alors on va partir plus sur des bières un côté céréales qui est plus marqué. Typiquement, on fera jamais les IPA qui sont à la mode. Avec ça. Voilà. Ouais. IPA, c'est pour le houblon. Donc, on va utiliser plutôt du pils ou du pale ale pour avoir une bière blonde avec des goûts assez maîtrisés. Et une des questions que j'avais aussi, est-ce qu'on travaille différemment? Est-ce qu'on va sortir un malt d'orge différent si on veut après aller sur de la bière ou sur du whisky? Plutôt le distillateur qui va vous donner des... C'est plutôt le distillateur qui fait après ces assemblages. Eux, ils vont parler plus de mash, le mou, quoi, vraiment. Ils vont dire on veut un mou à 9%, par exemple. Éventuellement, un certain type de malt. D'accord. Et donc, pour obtenir un mou à 9% très exactement, il faut vraiment travailler sa recette. Quand je fais du pils, en fait, après, c'est des données, on va analyser, entre autres, le rendement. Typiquement, sur du pils, on est à peu près à 80%. Brassage amateur, si je mets 6 kilos de pils, je sais que j'aurai une bière à peu près à 5%. Je veux 9%, c'est quoi ma cuve de brassage, quel volume, etc. Donc, on fait le brassin, quantité de malt, quantité d'eau, mais on peut aussi imaginer à un moment arriver au 9% juste en augmentant le temps d'ébullition et donc en réduisant la proportion d'eau. Moi, à la malterie, ce qu'on me demande, ça va être des saveurs de malt, une qualité de malt par rapport au rendement. Et du coup, comment on fait pour sortir un malt de qualité? Les 3 étapes sont très très simples, historiques, ancestrales, tout ce qu'on veut. Par contre, la température de trempe, par exemple, en dessous de 12 degrés, le grain sera moins friable que si la trempe est à 18 degrés. Et qui dit moins friable, dit que quand on le concasse, ça fera des cailloux. Et à l'intérieur du caillou, on peut pas aller chercher l'amidon pour le transformer en sucre. Donc il y a des petits paramètres comme ça. D'accord. À chaque étape, il y en a plusieurs. Ce serait long à tous les détailler, mais oui, à chaque étape, en fait, il y a des petits paramètres comme ça qu'on vient surveiller. C'est pour ça que j'ai un automate aussi pour piloter les températures, vérifier mon humidité, et qu'il y a aussi le contrôle visuel qui est important. Si je prends un exemple au troyage, donc à la dernière étape, ça va être l'humidité. Si mon grain il est trop humide, il va s'écraser, mais il va pas forcément se désagréger. D'accord, donc ça va pas faire du sable, ça va faire une sorte de bouillie. Purée, ouais. Voilà. Par exemple aussi, la germination, si on laisse le grain trop germer, donc si il y a les racines qui se développent d'un côté, il y a ce qu'on appelle le plus nul. Si on le laisse sortir du grain, et ben cette partie verte, elle va amener des faux goûts. En plus, elle a consommé déjà de l'amidon. Ouais. C'est pas ce qu'on veut. Ça, c'est très précis, et en plus, ça change, ça varie en fonction du type d'orge. Voilà, il y a différents types d'orge qui ont chacun un peu leur spécificité. L'orge d'hiver qui sera plus long à la germination, c'est pour ça qu'on le plante plutôt en décembre, alors que l'orge de printemps plutôt en février-mars. 90% voire 99% des paramètres que je vais surveiller à la malterie, ce sont des paramètres qui sont importants pour le brasseur. Si on a un mou qui est trouble, si on a un rendement qui a 20% ou je sais pas, enfin si on n'arrive pas à faire de la mousse parce que le taux de protéines n'était pas bon, la graine va germer, mais derrière rien à voir. Ouais, donc si on laisse faire, on obtiendra au mieux un breuvage plus ou moins alcoolisé. C'est ça, avec plus ou moins de faux goût, parce que voilà, il y aura eu peut-être des moisissures, peut-être les fameux germes. Il y a plein de petits paramètres à surveiller pour avoir derrière la qualité, que ce soit visuel, que ce soit de contrôle, de pas dépasser, pas descendre en dessous, humidité, température, etc. Quels sont les débouchés du coup de vos différents maltes d'orge? Moi, à mon échelle, en tout cas, c'est essentiellement pour les brasseurs, une microbrasserie locale, alsacienne, vosgienne, du territoire aussi, voilà. Mais vraiment, ça reste vraiment dans une zone de proximité où, d'ailleurs, c'est un côté intéressant. On a un contact avec le brasseur, on discute, on échange. Je leur demande toujours des retours aussi, justement, sur la qualité du malt. Et on a forcément aussi les distilleries. Il y a la plupart des distilleries ont aussi leur petite gamme de whisky.
Et donc là, oui, ça les intéresse, surtout qu'il y a l'IGP Alsace. Ça les intéresserait aussi d'avoir justement le malt d'Alsace aussi dans le cahier des charges de cette IGP Alsace. Donc vous sentez qu'il y a une demande quand même déjà, au moins un intérêt, Il y a un de la intérêt. part des distilleries de whisky alsaciens. Il faut développer parce que pour faire de la bière, un sac de 25 kg, 100 litres de bière, qu'un sac de 25 kg, c'est une bouteille de whisky, quoi. Voilà, on n'est pas sur les mêmes du coup. Ouais. Ok. Il y a du travail à faire, du développement, il y a puis aussi forcément c'est pas du malt industriel, il peut être un peu différent. Un coup il va venir du terroir plus là-bas, il sera peut-être plus comme ci, le terroir là-bas un petit peu encore différent. Les industriels, eux, ils ont des grands batchs, tout est mélangé, tout est homogène au final. Là, je sais que les brasseurs me font de très bons retours. C'est la céréale sent bon, en goût c'est génial. Enfin, ils ont l'impression de vraiment retrouver une céréale. On n'a pas précisé, mais du coup on parlait de rendement tout à l'heure, notamment pour faire de la bière et du whisky. Là en entrée on a 4 tonnes maximum, c'est ça. Donc c'est la capacité de la cuve qui est juste derrière. Voilà, à peu près 3 tonnes 2 en sortie. Je crois qu'à partir de 1 tonne ça existe, il n'y en a pas beaucoup. 2 tonnes un peu plus, 4 tonnes un petit peu. Mais la plupart des malteries artisanales, c'est plus 6, 8, 10 tonnes. On précise aussi, vous êtes seul pour l'instant pour abattre tout ce travail. 4 tonnes, c'est 4 tonnes, c'est déjà bien. On a parlé des débouchés, donc pour le moment essentiellement de la bière et un intérêt pour les distilleries de whisky. Ça nous amène au projet, du coup, quels sont les projets du coup pour Alsa Malt, qui est la marque commerciale? C'est déjà dans un premier temps, ça va être la montée en puissance, la reconnaissance du malt en Alsace auprès des brasseries artisanales, d'avoir un peu aussi une forme de solidarité en disant oui, on peut faire une bière 100% Alsace, et c'est un whisky du coup 100% Alsace sans aller chercher le malt au mieux en France, voire à l'étranger, avoir une cohésion de filière. On arrive, on va dire, un peu plus facilement à trouver de l'orge bio. Par contre, de l'orge conventionnelle, ça commence. Maintenant que je suis en place, ça commence. Mais la plupart de l'orge qui vient de Lorraine. Là, ça vient de Metz, on va dire, c'est quoi? C'est 250 bornes. Voilà, ça pourrait être plus près quand même que ça, quoi. Et de pouvoir, à terme aussi, du coup, proposer des maltes torréfiés. Proposer une gamme un peu plus complète. C'est une machine en plus, un torréfacteur, en fait, comme pour le café. Et donc, moi, j'aimerais bien pouvoir développer cet aspect-là, et après peut-être aussi développer les autres céréales, seigle, le maïs aussi. L'idée ce serait aussi d'aller un peu sur le segment des bières sans gluten. Je voulais revenir sur la distinction du coup au niveau du touraillage entre un orge qui est vraiment torréfié et un qui ne l'est pas. Par exemple, un orge caramel, entre un orge caramel et un orge torréfié, quelle est la différence au niveau du séchage, voilà, où on place la limite? Il y a les maltes classiques, il y a les maltes caramel qui peuvent aussi être torréfiés. D'accord. Et il y a les maltes, on va dire, qu'on appelle spéciaux. Si on fait un malt caramel, on va sécher fort tout de suite en milieu humide. D'accord. On va avoir une petite réaction de Maillard, c'est la réaction qui fait caraméliser le sucre. On dit caramel parce que c'est ce sucre à l'extérieur sur l'enveloppe qui va un peu caraméliser et donner un petit goût particulier en fait au grain. C'est vraiment des maltes différents au niveau de l'utilisation dans cette phase de séchage de la machine. Les maltes caramel en général ont un rendement moins bon parce qu'on sèche fort dès le début, ce qui diminue la friabilité en fait. Et torréfié, ça va être au-dessus des 120 degrés en fait. C'est-à-dire que le coup de feu, on peut aussi torréfier des maltes caramel, mais la torréfaction se fait après que le malt a été séché. Qu'on prenne un malt de base ou qu'on prenne un malt caramel, ça va pas changer énormément parce que là, ce qu'on veut, c'est juste récupérer les arômes. Sur un brassin maintenant de 30 litres, à l'échelle, on va dire, amateur, c'est une poignée. Vous mettez une poignée de malt chocolat bien grillé là. Vous avez une bière qui est très très foncée. Donc la torréfaction, c'est à partir de 120 degrés. Oui, on appelle ça les maltes spéciaux et torréfiés. On va dire ceux qui sont vraiment cuits au-dessus de 120 degrés. Merci Marilène de m'avoir reçu, d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes 2-3 questions. Voilà, ça fait toujours plaisir également de discuter avec des passionnés, avec des gens qui font le whisky. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, je vais essayer de multiplier ce genre de format à l'avenir en me déplaçant sur site, en rencontrant les acteurs qui font le malt, qui font le distillat, qui font tout, qui font vivre aussi une région, un territoire. Moi, je trouve ça intéressant, donc n'hésitez pas à le partager. Et puis bien sûr, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Malt à propos. En attendant, portez-vous bien.